Bonjour et bienvenue sur la chaîne Synesthésie. Aujourd'hui, on va parler d'un film québécois, et même d'un thriller québécois, entre autres choses. Et c'est pas si souvent que ça arrive chez nous, les films québécois, donc on va en profiter. Et si je dis québécois, c'est bien parce qu'il est mentionné comme étant québécois sur Wikipédia et pas canadien, et qu'il a été récompensé de plusieurs prix québécois apparemment. Et effectivement, ça va parler en français dans le film, très majoritairement, avec quelques sous-titres pour les expressions vraiment canadiennes. Et le film en question s'agit donc du film Les Chambres Rouges de Pascal Plante. Pour le coup, j'ai pas grand chose à dire sur les acteurs ni le réalisateur, puisque les acteurs, je suis pas très bon pour les reconnaître. Et le réalisateur, apparemment, il a fait 2 autres films, mais je ne les ai jamais vus. Je ne pourrais rien dire sur lui. J'ai, pour ma part, découvert le film par du bouche à oreille, tout simplement. On m'en a parlé, on m'a dit que c'était bien. J'ai vu des critiques comme quoi c'était trop bien, donc du coup, je me suis dit pourquoi pas se lancer. D'autant que quand j'ai lu le synopsis, etc., le sujet m'a plutôt intéressé, donc je me suis dit pourquoi pas. Et pour faire simple, en fait, dans ce film, on va suivre dans un premier temps, on va suivre une femme qui se rend de manière quotidienne au procès d'un tueur en série. C'est un tueur en série un peu particulier puisqu'il est soupçonné d'avoir tué 3 mineurs et de leur avoir fait subir diverses tortures en tout genre, agressions sexuelles et compagnie. Le tout filmé et diffusé en direct sur le dark web. D'où le nom du film d'ailleurs. Parce que pour ceux qui savent pas, les Red Room, donc chambre rouge en français, c'est des lieux hypothétiques sur le darknet où des gens perdent des sommes assez importantes pour pouvoir assister en direct à des meurtres bien réels. Ça a plus le statut de légende urbaine en vérité, puisque comme indiqué dans le film, et ça effectivement l'explication est réaliste, c'est en réalité pratiquement impossible de faire du streaming sur le dark web. Par contre, ça veut pas dire que effectivement des vidéos de ce genre d'actes ne soient pas diffusées sur le darknet, bien entendu. Déjà, clairement, le film, c'est une réussite. Le film, c'est clairement une réussite pour moi. Ça va être un gros coup de cœur du début d'année. C'est déjà un film qui se veut extrêmement réaliste. Il y a beaucoup de trucs dans le film qui sont très 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 réalistes quand on s'y connaît un petit peu. On va avoir pas mal de petits trucs comme ça qui sont assez intéressants. Les manières de retrouver certains éléments, parce qu'on va avoir un personnage qui va en fait enquêter sur ce qui s'est passé avec ce mec-là et ce qu'il a fait très exactement en vérité. En fait, ça va être assez compliqué de détailler certaines choses du film sans être complètement dans le spoiler. Le peu de choses que je peux décrire, typiquement, c'est que le film va s'ouvrir sur l'énonciation du chef d'accusation, et en fait toute l'ouverture du procès va se mettre va être un gigantesque plan séquence, et du coup lors de ce plan séquence où l'image il va pas y avoir de cut, on va voir toute l'instauration du procès en fait, avec les plaidoyers etc, donc ça dure bien une bonne dizaine de minutes. Clairement on va nous dire ok, on est dans un procès et le film va être réaliste. On va pas faire des envolées lyriques ou quoi que ce soit, on va vraiment être limite clinique pendant ces 10 minutes avec une image très droite qui va se tourner de manière très mécanique. Et clairement, ça annonce la couleur dès le départ, quoi. On va être sur quelque chose d'assez froid et ça va être assez cohérent. Typiquement, pour en revenir à l'histoire, et du coup ça va permettre d'appuyer mon propos, on va suivre donc le parcours de cette femme qui, pour une raison inconnue, dans un premier temps, se rend quotidiennement au procès de ce mec et se retrouve prise entre guillemets en amie par une autre personne qui s'avère être une fanatique du tueur, comme ça arrive très souvent dans la vraie vie. Et en fait, ces 2 personnes vont créer une dynamique assez intéressante, parce qu'il y a un des 2 personnages qui est donc très froid, très clinique dans ce qui est fait, etc. D'ailleurs, on comprend pas toujours ce qui est fait. Ça va pas forcément nous être expliqué de manière directe, on va peut-être le comprendre genre 20 minutes plus tard. Et l'autre personnage qui, pour le coup, veut absolument être amical et a l'air d'être quelqu'un de pas très à l'aise, de pas très bien dans sa peau, etc. Et donc, ça donne une dynamique assez bizarre, en fait. Le tout, parsemé de cette histoire de procès, et en plus parsemé d'une espèce d'enquête où on va avoir le personnage principal, en fait, qui cherche des infos là-dessus, de manière un peu obsessionnelle d'ailleurs. Donc on va avoir aussi ce truc qui va être assez intéressant de se dire, on oscille entre plusieurs genres, au final vers où on va aller. Est-ce qu'on va aller vers la relation entre ces 2 personnes? Est-ce qu'on va aller plutôt vers le procès en lui-même? Ou est-ce qu'on va aller plutôt vers le côté enquête personnelle de la personne? Et ce que ça peut donner derrière. Et le film, alors certains diront peut-être que c'est un défaut, mais justement il se décide pas plus que ça. Et je trouve ça intéressant du coup parce que ça maintient un peu ça
ça maintient une triple dynamique tout au long du film et c'est assez bien géré en fait. Et on va même avoir des choses qui vont par moments sortir un peu de ce cadre-là pour aller lorgner vers d'autres trucs. Typiquement, il y a un truc assez marrant dans le film, c'est qu'on va avoir un seul et unique élément qui, pour l'instant, est de la science-fiction, mais à mon avis va arriver très très vite. C'est l'assistant personnel de l'héroïne. Alors ça apporte strictement rien au récit, mais j'ai trouvé l'ajout assez intéressant en fait, puisque c'est une sorte de Google Home qui est bourré aux stéroïdes, façon entraînement d'IA en fait, et qui est donc ultra performant dans ce qui est fait en compréhension de langage, etc. Et on peut complètement imaginer que ça va être quelque chose qui va arriver dans quelques années avec les chats GPT et compagnie qui prennent du terrain, qui se connectent à internet, etc. Et ça apporte quelque chose d'assez intéressant en vérité. Et au fur et à mesure qu'on va avancer dans ce film, on va avoir aussi quelques gros questionnements moraux qui vont arriver à un moment donné, parce que au fur et à mesure que les choses avancent, on va se dire mais il a fait quoi dans ses vidéos en fait le type, et notamment va y avoir une scène où les gens vont visionner les vidéos que le mec a fait puisqu'il s'agit d'un procès et que les vidéos sont des preuves, et en fait je pense que dès les premières minutes du film, on s'en doute, on ne les verra pas les vidéos. C'est pas ce genre de film. Mais par contre, on voit les conséquences du visionnage et on se demande vraiment ce qu'il a bien pu faire dans ses vidéos parce que c'est assez hardcore. Même si on nous le décrit, on se dit que à voir, ça doit être un truc. Parce que oui, au début du film, du coup, vu qu'il y a les chefs d'accusation, décrit plus ou moins ce qu'il y a dans les vidéos en fait. Et c'est assez hardcore. Je pense qu'ils se sont inspirés de pas mal de trucs réels. Donc je pense à des Street Guys Warhammer pour un aspect particulier de ce qui est décrit. Je pense à un personnage dont on va parler un peu plus tard dans la vidéo, puisqu'il s'agit d'un tueur en série, on peut dire ça canadien, qui a aussi filmé ses méfaits et les a partagés en live sur internet. Bref, on sent qu'il y a une inspiration de pas mal de choses, ne serait-ce que sur le sujet des Red Rooms et la documentation qu'ils ont dû faire sur le film. Je trouve que c'est assez sérieux en fait le travail qui a été fait dans la documentation et dans les inspirations du film. On a aussi un travail de réalisation, comme je l'ai dit, qui est assez intéressant puisque c'est très très clinique. Moi ça m'a limite fait penser un peu à Tar, qui était sorti en début d'année dernière, qui avait pareil cette réalisation très clinique, qui était même pire d'ailleurs dans Tar parce qu'il y avait pratiquement pas de musique. À part la musique dans le film, il y avait pratiquement pas de musique. Là on a un peu plus de musique quand même. C'est un peu moins sobre. Mais ça reste quand même très très sobre, notamment l'ouverture du procès. On se demande vraiment à quelle sauce on va te manger au début. C'est assez particulier. Et il va y avoir quelques écarts à ce truc-là, notamment une scène à un moment donné qui va prendre place dans une espèce d'équivalent québécois de TPMP, j'ai l'impression. Enfin, on dirait TPMP puissance 10 000. Je sais pas si ça existe ce truc au Canada. Je ne sais même plus le nom de l'émission qu'ils ont trouvé, mais un truc du genre ceux qui parlent plus fort que Dieu ou un truc de ce genre-là. Et le présentateur a un t-shirt avec la Vierge Marie dessus. Et clairement, le déroulé de l'émission, c'est du TPMP. C'est le même genre de bouse intersidérale. C'est le même genre. C'est assez drôle. Et c'est un peu le seul écart, en fait, un peu fantasque du film, d'ailleurs. C'est un gros film, coup de poing pour moi, un gros coup de cœur de ce début d'année. J'espère qu'il fera son petit bonhomme de chemin et qu'on le reverra, le réalisateur, parce qu'il a l'air de proposer des choses très intéressantes. Et ce serait bien d'en voir plus. Et pour terminer, j'aimerais partager deux films qui sont dans les mêmes thématiques et dans un esprit un peu proche. Premièrement, j'aimerais parler d'un film français, d'un réalisateur aujourd'hui qui est très connu et a une réputation assez sulfureuse, bizarrement, à savoir Cédric Jiménez. Un film dont j'aimerais parler de lui, c'est celui que personne ne connaît puisque c'est son tout premier, qui est sorti en 2012, qui est Aux yeux de tous. J'ai eu la chance de le voir complètement par hasard au cinéma à l'époque. J'avais vu l'affiche, ça m'avait vu bien plus, j'y avais été. Et j'ai mis pas mal de temps à me rendre compte que c'était de ce mec-là. Après avoir vu Bac Nord et Novembre notamment, j'avais pas du tout fait le rapprochement. Et pourquoi la thématique est proche? Parce qu'on va se plonger cette fois vraiment dans tout ce qui est hacking. Donc au-delà de la simple enquête informatique, on va carrément aller dans le milieu du hacking. Et on va suivre pendant tout le film un écran, enfin il me semble, mes souvenirs sont un peu lointains du coup, mais il me semble qu'on suit pratiquement tout le film à travers un écran. Genre des caméras de surveillance, des trucs comme ça. Et on va suivre un hacker qui va chercher à connaître la vérité derrière un attentat islamiste qui est un peu bizarre. Pour le coup, c'est un peu moins réaliste que Les Chambres Rouges, clairement.
On est un peu plus sur le fantasme du hacker Anonymous en 2012, Mega Upload, etc. On est vraiment dans ce genre d'univers-là. Mais pour le coup, c'est assez intéressant comme manière de filmer. Ça se présente assez bien, en fait, c'est assez bien écrit et ça suit plutôt bien. C'est un peu cliché, mais franchement, on passe un bon moment devant ce truc. Et je pense que c'est même un film qui peut faire changer pas mal d'avis autour de Cédric Jiménez, qui se traîne une réputation un peu injustifiée, je trouve. Et je pense que le visionnage de ce film peut donner un point de vue totalement différent sur le reste de sa filmographie. Et je pense même en parler un jour dans une vidéo à part, une analyse ou quelque chose de ce genre-là, pour réhabiliter Cédric Jiménez et un peu expliquer son cinéma au-delà des clichés de critiques assez peu consciencieux qu'on peut voir un peu partout dans les médias, parce que je trouve que c'est vraiment un procès très injustifié qu'on lui fait ces dernières années, et je trouve ça vraiment dommage, surtout qu'il avait commencé avec un film qui était à 10 000 lieues de ce qu'on le reproche aujourd'hui, et que je recommande chaudement. Le second film, c'est une mini-série, c'est du Netflix, et ça s'appelle Don't Fuck With Cats. Pour le coup, ça va parler de plus de meurtres en série. Je sais plus s'il a tué plusieurs personnes, mais en tout cas, il a tué plusieurs trucs, puisqu'on va parler de la traque de Luca Magnotta, donc qui est connu surtout pour avoir tué quelqu'un en direct sur internet à coups de pic à glace. Mais avant, il avait fait d'autres trucs sur des animaux. Et il y avait déjà des gens qui avaient remarqué que ce type était complètement taré et qui ont décidé de le traquer, de savoir qui il était, où il habitait, de filer les infos aux flics. Flics qui en ont eu un petit peu rien à foutre jusqu'à ce que le type décide de s'attaquer à des êtres humains. Ça se regarde en 3 heures, c'est très intéressant sur la manière dont des simples internautes, pour le coup c'est même pas des hackers, ont pu se réunir sur Facebook à l'époque pour en savoir plus sur ce gars et tenter de l'arrêter. C'est assez intéressant et assez instructif sur comment de simples citoyens en fait ont pu faire le travail de la police mieux que la police et avant la police. C'est assez intéressant. Et si vous pensez que je triche et que les mini-séries c'est pas des films et gna gna gna, regardez Polytechnique de Denis Villeneuve. Je me le garde sous coude pour d'une partie 2, je pense que j'en reparlerai parce que j'adore ce film et je crois que c'est le premier de Denis Villeneuve et pour le coup c'est du meurtre de masse. Donc voilà, si vous voulez rester dans la thématique Canada meurtre, c'est bon, vous êtes au bon endroit. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo. Je vous invite à la partager autour de vous afin de faire grandir la chaîne et à me rejoindre sur les réseaux sociaux, puis à vous abonner pour être mis au courant des prochaines vidéos. À une prochaine fois, salut!